Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Du lundi au vendredi sur les 104.5, vous êtes sur le Da Fresh Morning de 7h à 10h. Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Jean-Paul, ça fait 2 semaines que tu n'es pas là. Oui, malheureusement. Pour des raisons indépendantes de ma volonté. La première. C'est ta volonté. Comment tu me dis que c'est indépendant de ma volonté dans la mesure où j'avais un agenda pour ce qui concerne la première semaine. Tu es comme Donald Trump, tu as un agenda chargé? Non, pas chargé, mais j'avais un agenda dans lequel il y avait un impératif où je devais, pas cacher non plus, où j'avais l'impératif d'être présent au cours de la plénière tripartite. Donc tu étais à la plénière tripartite du Code du travail. C'est quoi tripartite? En fait, la plénière tripartite vient de l'application de la Convention 144 à laquelle que notre pays a ratifié depuis 1976, la Convention 144 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Alors cette convention-là oblige les États signataires à, lorsqu'il s'agit d'une loi sociale, à organiser des consultations avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par cette loi sociale-là. En l'occurrence, ici, il s'agit du Code du travail. Donc, quels sont les partenaires, quels sont les acteurs sociaux qui sont au premier chef concernés par les dispositions de cette future loi, puisqu'il s'agit encore du projet du Code du travail. Donc, il y a les employeurs, en l'occurrence, et les salariés de l'autre côté. Et donc, le gouvernement organisait donc ces consultations tripartites. Ah d'accord, donc il y avait les employeurs, les salariés et le gouvernement. Ah, d'accord, je croyais que c'était juste entre le gouvernement et les syndicats. Non, ce n'était pas entre le gouvernement et les syndicats. Les employeurs aussi, parce qu'il faut savoir, les corporations, on a souvent tendance à penser que les corporations professionnelles ne concernent que les salariés. Non, les employeurs aussi peuvent se regrouper en corporations. Ce qu'on appelle le patronat. C'est exactement ce qu'on appelle le patronat. Le patronat fait partie des partenaires sociaux du gouvernement en ce qui concerne des consultations sur des questions liées à des lois sociales comme ce qui concernait, en l'occurrence, le projet de Code du travail. Donc, il s'agissait de discuter sur le projet du Code du travail. Il s'agissait plutôt de donner notre avis en tant que partenaire social au gouvernement sur le contenu justement de ce projet de Code du travail. Mais le gouvernement, il voulait faire ça seul? Non, il faut savoir que le gouvernement a seul la charge de produire des lois. D'accord? La production législative est à la charge du gouvernement avec bien entendu le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc le gouvernement a décidé qu'il fallait essayer de mettre un nouveau code du travail qui soit plus adéquat avec les réalités du moment. C'est quoi les réalités du moment? Déjà l'employabilité des jeunes, essayer de permettre à ce que les employeurs aient plus de possibilités d'employer des jeunes, notamment en leur proposant des contrats qui soient plus en phase avec les types d'emplois qui sont mis sur le marché. Donc, par exemple, on a le contrat pour mission, les contrats à durée, les contrats intermittents, les contrats à temps partiel, on a les contrats saisonniers. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des entreprises, notamment, par exemple, il y avait un contrat sur lequel Gina avait travaillé en collaboration avec des institutions publiques. C'était quoi le contrat première embauche ou premier emploi? Embauche. Oui, le contrat premier embauche, oui, on en a également discuté. Par exemple, c'est ce type de contrat-là qui permettrait aux entreprises de pouvoir être incités à embaucher notamment des jeunes et ceux qui sortent notamment directement de bancs de l'université, de la fac ou d'une grande école. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on regarde les chiffres du chômage, je ne les ai pas exactement en tête, mais de ce que j'aurais pu entendre au cours de ces échanges-là, il faut savoir déjà que globalement, le chômage des jeunes touche 40% de la population. Et lorsque l'on va chez les moins de 25 ans, le chômage touche 30% de la population. Mais lorsque l'on va chez les moins de 25 ans, ça touche 40%. Donc, il fallait évidemment faire quelque chose pour cette catégorie-là importante de la population parce que c'est eux qui vont constituer ceux qui vont constituer les salariés de demain. Donc, il faut déjà que lorsqu'ils sortent du banc d'école, qu'ils gagnent rapidement un boulot. Pour cela, parce que les effets sont multiples, ils seront des consommateurs de biens et services. Deuxièmement, ils cotiseront pour la sécurité sociale. Et troisièmement, ils vont plus vite vous entrez dans le monde du travail, plus vite vous gagnez en expérience et en compétences. Et donc ça, ce n'est que bénéfique pour les entreprises. Pourquoi ce code du travail a fait tant de bruit chez les syndicats?
Pourquoi ça fait du bruit avant même que la plénière n'existe? Mais justement, ça fait du bruit parce qu'on voulait qu'il y ait une plénière élargie. La première plénière qui avait eu lieu en août dernier, c'était une plénière qui était limitée stricto sensu aux confédérations. Bon, alors, il ne faut pas aussi oublier qu'à l'intérieur même à l'intérieur du monde ouvrier ou du monde des travailleurs, je ne dirais pas ouvrier, du monde des travailleurs dans un sens plus large, il y a depuis un certain nombre d'années une crise de la représentativité. C'est-à-dire que certains syndicats, les petits syndicats, les syndicats autonomes, ne se sentent pas véritablement représentés au sein des centrales parce qu'ils estiment que ces centrales-là n'ont pas exactement la même vision que ces syndicats-là. Et donc, eux, ils avaient eu un peu peur d'être marginalisés ou que les dispositions qui soient votées, qui soient contenues dans ce projet de code du travail-là, aillent à l'encontre des acquis sociaux ou aillent à l'encontre de ce qu'ils considèrent comme étant des acquis sociaux des travailleurs. Et donc, eux, ils voulaient également pouvoir donner leur avis avant que la mouture finale de ce projet de code du travail soit soumise en Conseil des ministres puis envoyée au niveau du Parlement pour le vote. Donc, c'était en vérité c'était ça le problème de fond. Et donc, au cours de cette semaine-là, tout le monde a pu être réuni, le patronat d'un côté, les travailleurs de l'autre, donc les confédérations, et également les syndicats autonomes. Tous ont pu s'asseoir sur la table des discussions avec le gouvernement et donner leur avis concernant toutes les dispositions contenues dans ce projet. Toi, tu étais là-bas, tu as travaillé exactement sur quoi? J'ai travaillé à la commission Parce qu'on a vu des images, il y a beaucoup de gars qui baillaient là-bas. Oui, moi, personnellement, en tant que président du syndicat national de la protection sociale, j'ai travaillé dans la commission numéro 2. Cette commission numéro 2 était en charge de l'examen des titres 4 et 5 du projet de code du travail. Le titre 4 concernait tout ce qui concerne la sécurité et la santé au travail et le titre 5 concernait les dispositions de mise en œuvre, donc les différents acteurs chargés du contrôle de tout ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, donc les inspecteurs du travail, les médecins inspecteurs du travail. Ça, c'est une grande innovation qui a été introduite dans les textes. Et puis les autres... Excuse-moi de te couper, Jean-Paul. Ça se passe comment? Vous êtes là, vous êtes assis et puis le gouvernement vous donne son travail qu'il a déjà fait et vous regardez si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Exactement, c'est ça le principe. Parce que nous, on n'est pas là pour produire. Ce n'était pas une négociation. Dans une négociation, on s'assoit et puis on dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre dans le projet. Voilà, là, c'était une consultation. Le gouvernement a déjà produit sa loi et elle demande aux partenaires sociaux leurs avis sur ces lois-là. Donc, on demande des avis. Ces avis peuvent être des amendements, donc soit des modifications, soit des réécritures, ou bien on peut tout simplement demander de garder l'ancienne mouture, l'ancienne disposition. Donc, mais évidemment, c'est une consultation. Ça ne veut pas dire que forcément les décisions ou les propositions qui seront sorties de ces plénières tripartites-là seront forcément adoptées par le gouvernement. Mais pourquoi la faire alors Non, mais c'est important parce que le gouvernement sait que ces lois-là vont s'appliquer aux employeurs et aux travailleurs et est donc tout à fait normal, conformément à l'esprit de la Convention 144, que ceux à qui s'adressent ces dispositions-là soient à même de donner déjà leur avis avant la mouture finale, avant que ça n'aille au Parlement. Avant que la plénière là n'existe, Fridolin Messa, il est passé ici au Dafresh Morning en disant que c'est un code du travail saucissonné pour faire plaisir aux investisseurs, on appelle ça comment? Ouais, les investisseurs, non, c'est qui amènent l'argent dans votre pays et tout ça. Oui, bon, ça c'est sa perception de syndicaliste. L'employeur aussi va dire que justement, ce code du travail là lui permettra d'être beaucoup plus réactif, notamment pour faire face, pour ce qui concerne l'employabilité ou bien pour ce qui concerne le fait de pouvoir pourvoir à certains postes en urgence. Par exemple, il faut savoir que les secteurs d'activité sont divers. Le cas, par exemple, auquel vous faites allusion, on en a rediscuté pour ce qui concerne, par exemple, ce qu'on appelle les contrats de mission. Le contrat de mission, c'est le contrat par lequel un employeur peut faire venir un travailleur étranger pour qu'il puisse travailler sur le territoire national à condition que la période sur laquelle il doit travailler soit inférieure à 3 mois. Au-delà de 3 mois, il devra répondre aux dispositions relatives à l'employabilité des travailleurs étrangers sur le pays. Donc, il y a toute la procédure là qu'il faut reprendre en charge. Donc, demander l'autorisation à un inspecteur du travail qui va analyser. Et dans la demande, il faut expliquer la raison pour laquelle vous solliciter un travailleur étranger et pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un travailleur sur le plan local qui pourrait répondre au profil concernant cet emploi-là. Et ensuite, une fois que l'autorisation est donnée, il faut bien entendu préciser la période durant laquelle
ce travailleur-là va travailler sur le territoire. Et à partir de là, ce travailleur devra aussi payer les cotisations sociales comme n'importe quel travailleur qui exerce sur le territoire national. Maintenant, la question de fond, c'était, nous, les travailleurs, on parle du principe que l'employeur est parfois de mauvaise foi. Est-ce qu'il n'y a pas derrière, il faut s'assurer que derrière, ce ne soit pas un moyen pour l'employeur de recruter à l'étranger pour payer moins de charges sociales, moins de salaires, moins de cotisations. Et donc, que ce ne soit pas un moyen pour les employeurs de refuser d'embaucher les compétences locales. Donc, c'est surtout sur ce point-là qu'il fallait que nous assurions, nous, en tant que salariés, que les Jean-Paul, tu es un salarié, tu es un observateur de l'activité, tu es un observateur de l'information internationale, tu es quelqu'un qui écrit des bouquins, tu es un écrivain, tu es un homme de la société qui observe la société. Est-ce que tu penses que le Code du travail avait vraiment besoin d'une réforme? Oui. Pourquoi? Absolument. Sur quel plan? Sur le plan du travailleur gabonais ou bien sur le plan du patron gabonais ou du patron étranger qui amène son argent au Gabon? Sur les deux. Il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées, par exemple, concernant la période d'essai. Avant, dans le Code du travail en vigueur, il y a une distinction entre la période d'essai et le contrat à durée déterminée. Donc, les employeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent d'abord à l'essai, c'est 1 mois. Si vous êtes dans le collège cadre, je crois. Si vous êtes dans les collèges inférieurs, je crois que c'est 2 semaines. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vous met d'abord à l'essai, et puis la durée à l'essai est renouvelable. Donc, on vous met d'abord à l'essai, avant de vous faire signer un CDD, puis éventuellement en vous faisant signer un CDI. Et même des fois, on vous fait signer un CDD, puis avant de passer en CDI, on vous met à l'essai. Donc moi, on a vu des situations comme ça. Donc dans ce projet de code-là, il s'agit de mettre un terme notamment à cette pratique-là. En faisant correspondre la période de l'essai à celle du CDD. Donc il n'y a pas de l'essai d'un côté et un CDD de l'autre. Lorsque vous êtes en essai, vous êtes considéré de facto comme étant en CDD. Et donc, la fin du CDD correspond aussi à la fin de la durée de l'essai. Et puis maintenant, vous avez le congé technique. Avant, il était plus difficile pour un employeur de pouvoir procéder au congé technique. Pourquoi? Parce que le congé technique, d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Il faut savoir que lorsque l'entreprise fait face à une conjoncture ou à un cas de force majeure qui porte atteinte à l'activité économique de son entreprise, eh bien, il est obligé de diminuer la productivité de ces entreprises pour éviter de faire la banqueroute, le temps que cette conjoncture-là puisse passer. Or, pendant cette période-là, bien entendu, les salariés ne sont pas licenciés. Ils continuent à percevoir une partie de leur rémunération, le temps que, évidemment, comme on dit, la conjoncture ou bien que la situation difficile puisse passer. Avant, c'était plus fastidieux pour l'employeur parce qu'il fallait demander l'autorisation du ministère. Donc, le ministre devait donner son autorisation et le temps que ça arrive là-bas, que ça se fasse et tout ça. Et ensuite, en même temps, il fallait discuter avec les syndicats sur les conditions de mise en œuvre du congé technique. Encore fallait-il que ce n'était pas obligatoire. Les salariés pouvaient accepter ou refuser les rémunérations qui leur étaient proposées dans le cadre du congé technique. Donc, vous voyez que tout ça faisait que c'était difficile pour les employeurs. Donc, qu'est-ce qui se passait en général dans notre pays? Le congé technique, vous avez 2 parties. Il y avait les salariés qui acceptaient le congé technique, c'est-à-dire de travailler moins avec une rémunération plus faible temps de cette période-là. Et puis, il y avait d'autres qui négociaient soit un départ anticipé ou quelque chose comme ça. Donc, là, maintenant, on donne la possibilité maintenant, par exemple, à l'inspecteur du travail, au lieu de demander l'autorisation au ministère, et parfois, si une entreprise est à l'intérieur du pays, vous voyez, le temps d'envoyer la demande au ministère, au cabinet du ministre, que ça soit traité, etc., ça prenait énormément de temps. Or là, il y a plus de flexibilité sur le plan administratif, puisque c'est maintenant l'inspecteur du travail du ressort qui va directement discuter avec l'employeur pour voir dans quelles conditions est-ce que... Les inspecteurs du travail au Gabon, c'est très véreux. Oui, mais bon, toute l'administration est considérée comme étant véreux au Gabon. Donc ça, c'est pas nouveau. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va cesser de travailler avec l'administration. L'administration, c'est l'État. L'État est indispensable. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord avec les pratiques de l'État, ou bien qu'on n'aime ou pas travailler avec les fonctionnaires ou des agents publics, où nous sommes obligés, tous autant que nous sommes dans les secteurs des activités qui nous correspondent, à travailler avec le gouvernement ou avec les agents publics. Donc, il faut partir aussi du principe que évidemment, il y a aussi des moyens de recours. Si vous estimez qu'une décision prise par un agent de l'État va à l'encontre de vos droits, vous pouvez parfaitement prendre des recours. Mais souvent, nous, on n'aime pas
on n'aime pas prendre des recours et on commence directement à considérer que l'agent public est véreux. Bon, ça, ce n'est pas la question. Mais la flexibilité, elle est là pour permettre facilement à l'employeur et au syndicat, bien entendu, tout ça se fait toujours en négociation avec les syndicats, de pouvoir facilement, rapidement mettre en place un congé technique. Parce que plus le temps passe, plus c'est l'employeur qui casse, qui perd de l'argent. Et donc, derrière, il y a un risque que l'entreprise fasse faillite. C'est, par exemple, à ce niveau-là. Le deuxième niveau, et on a revu complètement tout ce qui est le contrat d'apprentissage, tout ce qui concerne la formation professionnelle dans le projet du Code du travail. Il y a eu des améliorations dans ce cadre-là. Et donc, l'objectif est déjà d'améliorer l'employabilité des jeunes par la formation professionnelle. Et puis, il fallait mieux encadrer l'apprentissage. Parce que l'apprentissage dans le Code du travail en vigueur, ça s'apparente beaucoup plus à un apprentissage dans des entreprises familiales, dans une petite structure artisanale. Or là, on va véritablement vers une professionnalisation des métiers des artisans avec un cadre juridique plus élaboré en ce qui concerne l'apprentissage. Donc là aussi, il y a eu une évolution. Maintenant, dans les nouveaux types de contrats qui sont proposés, j'en ai parlé. Donc le contrat saisonnier, le contrat de durée à temps partiel, parce qu'il faut savoir que la durée hebdomadaire de travail, par exemple, est de 40 heures. Donc il y a des professions qui ne travaillent pas 40 heures par semaine. Je reprends par exemple certaines techniciennes de surface dans certaines petites entreprises qui travaillent en moyenne 20 heures ou 10 heures dans la semaine. Est-ce qu'il fallait considérer que ces personnes-là ne soient pas protégées par un code du travail? Si. Et donc, il y a un contrat qui leur est spécifique, qui est le contrat à temps partiel. Vous avez des contrats saisonniers. Par exemple, vous avez des entreprises, notamment dans le domaine agricole, où on a besoin d'ouvriers uniquement pour une saison, que ce soit la saison de la récolte, que ce soit la saison où on plante, ou je ne sais pas. Donc, en fonction de ça, malheureusement, ce type de contrat-là n'existe pas dans le code du travail actuel. Et donc, l'employeur, lorsqu'il embauche, il est obligé de les garder toute l'année. Or, il n'a pas besoin de cette manœuvre-là toute l'année. Et donc, s'il ne peut pas faire qu'il embauche, il licencie, il réembauche, il licencie. C'est le cas aussi dans certaines entreprises industrielles où on voit, par exemple, des espèces de rotations, notamment dans certaines entreprises dont je ne citerai pas pour ne pas faire de la publicité, qui font des espèces de rotations. Ces rotations qui n'ont rien à voir avec le 3-8, la rotation ici, elle est mensuelle. On prend des gens, on les fait travailler un mois, puis on les laisse, puis ils reviennent 2 ou 3 mois après. Donc ça aussi, ces gens-là n'étaient pas protégés, ne sont pas protégés par le Code du travail en vigueur. Et donc là, on a mis aussi également un contrat spécifique, donc le contrat aussi à temps partiel entre spécifiquement dans le cadre de ces gens-là. Toi, en tant que syndicaliste, au sortir de cette plénière, tu es sorti avec quel sentiment? Bon, avec le sentiment déjà d'avoir été entendu aussi bien par la partie d'en face, donc le patronat et le gouvernement, il faut savoir que la plénière s'est passée globalement dans de bonnes conditions, même si durant les travaux en commission, parfois c'était tendu, c'était vraiment tendu. Mais comme on dit souvent, la raison a su prévaloir et c'est ce qui a permis que les travaux aillent à leur terme. Initialement, ils étaient prévus de s'achever le 9. On a dû aller jusqu'au 10 parce que notamment la commission 1 qui avait à l'étude les titres 1, 2 et 3, donc notamment les titres 2 et 3 concernant les contrats de travail et puis les dispositions relatives soit à leur application, à leur résiliation et toutes ces questions-là. C'est là-bas où vraiment les travaux ont pris énormément de temps et donc on a dû aller jusqu'à lundi 10. Mais globalement, les travaux se sont très bien passés. On a pu, le patronat et les syndicats ont pu apporter au gouvernement leur avis concernant ce projet de gouvernement, ce projet de code de travail, pardon. Maintenant, on verra par la suite ce que ça va donner dans la mouture. Et donc, c'est la prochaine étape, c'est que le gouvernement va retravailler son texte par rapport à vos aspirations. Le premier ministre chef du gouvernement a reçu le rapport de la plénière et donc il appartient maintenant à Madame Baird, la ministre en charge du travail, de la négociation, du dialogue social, de maintenant prendre connaissance des différents avis du patronat et des salariés concernant ce projet de code du travail. Avec ses équipes, ils vont l'étudier et puis elle-même, le gouvernement de manière tout à fait libre va
prendre ou rejeter les avis qui vont les intéresser. Imaginons le scénario suivant. Si ce qui ressort de là-bas ne ressemble pas à ce dont vous avez passé du temps à travailler pendant une semaine, qu'est-ce qui va se passer, les syndicats? Ils vont rentrer dans une colère noire? Il va se passer quoi? Il va se passer qu'il y a le risque de revenir à des conflits sociaux. C'est ce que ça va entraîner. D'accord. Maintenant, évidemment, comme c'était une discussion, le gouvernement ne va pas forcément dire que ça, je pense, non. Le gouvernement va souvent, surtout pour les questions où les avis sont divergents entre le patronat et les syndicats, ils vont essayer de trouver le juste milieu. Et c'est ça le principe dans la négociation. On n'est pas forcément obligé d'obtenir la totalité de ce que l'on souhaite, mais si on peut déjà avoir au moins la moitié, c'est déjà une victoire en soi. Donc c'est là où véritablement nous les syndicats on va être regardants sur le contenu final. Est-ce que le gouvernement a quand même pris en compte nos avis? On ne demande pas que la totalité soit prise, ça ne peut pas être possible, mais au moins là où on estime qu'il était quand même important que notre avis soit entendu, si par bonheur c'est fait, là ça nous rendrait particulièrement heureux pour l'avenir. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On faisait un petit résumé de la plénière qui avait pris une semaine de ton temps. Oui, une semaine de ton temps. Restez connectés sur les 104.5, on se retrouve dans quelques minutes. Voici Niska avec le titre du lundi au lundi. Stop Fresh Morning.